Alors avant de parler des perspectives à 10 ans, je crois que c'est utile quand même de voir d'où l'on part, parce qu'il ne faut pas oublier que le monde développé, et la zone euro en particulier, la France aussi, viennent de traverser l'une des crises les plus graves de l'après-guerre. La caractéristique de cette crise, c'est que c'est une crise qui n'est pas du type des récessions habituelles. Les récessions habituelles, c'est souvent lié à un excès d'investissement. Après, les entreprises accumulent des stocks, et bon, puis après, l'activité chute, et au bout d'un moment, on appure cet effet-là. La crise actuelle, c'est plutôt une crise d'excès d'endettement avec de gros déséquilibres dans les bilans, alors que ça soit dans certains pays, c'est plus le secteur public, dans d'autres, c'est plutôt le secteur privé, les ménages ou les entreprises. Mais on sait, et l'histoire le montre, que ce type de crise-là, on en sort beaucoup plus difficilement, ça prend plus de temps. Alors pourquoi je dis ça? Je dis ça parce que même si la crise a commencé maintenant il y a près de 7-8 ans, on n'en est pas encore sorti. Je pense que ça va prendre encore du temps, donc il faut plutôt s'attendre encore à ce que ces apurements, ce désendettement continue. Donc c'est plutôt des perspectives de croissance qui restent encore très molles pour l'ensemble du monde développé, et donc aussi pour l'Europe et la France en particulier. Alors si on fait un focus un peu plus sur la France, je crois qu'il y a aussi certaines spécificités, notamment si on se compare à nos voisins. On sait qu'il y a des pays qui ont encore plus souffert que nous. C'est ceux qu'on appelle les pays du sud de l'Europe, la périphérie. Bon, dans le sud, il y a aussi l'Irlande, même si ça ne correspond pas à la géographie. Ces pays-là, ils ont eu une crise d'endettement beaucoup plus violente parce qu'ils ont été obligés de s'endetter auprès de l'extérieur. Et donc, dans ce cas-là, quand c'est les étrangers qui vous prêtent, les marchés, tout d'un coup, arrêtent de prêter, et donc vous êtes obligé de prendre des mesures. Nous, je dirais que nos déséquilibres sont davantage internes. Ce qui s'est plutôt passé, c'est que, par exemple, les ménages français ont continué à consommer, mais sans s'endetter. Pourquoi? Parce que, tout simplement, c'est plutôt, d'une part, les entreprises, par la politique salariale, et d'autre part aussi le système de l'État, sécurité sociale, par les transferts, qui ont plutôt financé le pouvoir d'achat des ménages. Mais qu'est-ce que ça veut dire aujourd'hui? Ça veut dire aujourd'hui qu'on a du déséquilibre dans les comptes des entreprises et dans les comptes de l'État et de la sécurité sociale. Et donc c'est ce réglage qu'il y a à faire, qui est davantage interne. Alors c'est peut-être, il y a moins de pression externe, c'est pour ça qu'il y a peut-être moins d'urgence, et c'est pour ça que ça prend plus de temps aussi pour mettre en place les réformes. Ça ne veut pas dire qu'il ne faut pas le faire, mais ça veut dire aussi que c'est compliqué politiquement, parce que politiquement, ça veut dire qu'il faut faire de la redistribution, notamment entre entreprises et ménages. Et on voit bien, c'est la difficulté sur laquelle bute le gouvernement aujourd'hui, c'est compliqué à faire. Et il n'y a pas cette pression externe qui fait que de toute façon, vous n'avez pas le choix. Aujourd'hui, au contraire, l'État français continue à s'endetter à des taux qui sont exceptionnellement bas. Mais ceci étant dit, et je crois que c'est le point important, il faut que l'on change notre modèle de croissance. C'est-à-dire que jusqu'ici, on a eu un modèle de croissance qui était pas mal tiré par la consommation, par finalement d'une manière ou d'une autre l'endettement de l'État ou de ce que j'appelais aussi une politique qui s'est traduite par une dégradation de la compétitivité des entreprises. Aujourd'hui, il faut passer à un modèle de croissance qui soit davantage tiré donc, par des gains de productivité et par de la compétitivité, et non plus par des déséquilibres financiers. Donc c'est tout l'enjeu de tout ce qu'il faut mettre en place. La chance que l'on a en France, je disais, c'est qu'on continue de pouvoir se financer facilement. La contrepartie, c'est que finalement, il y a moins d'urgence et moins de pression sur les politiques pour mettre en place les réformes. Ce n'est pas spécifique à la France, mais je pense qu'il faut, alors sans être, vous savez qu'il y a l'exemple souvent que l'on prend du Japon, qui avait connu, alors on avait parlé de décennies perdues, et c'est même plutôt 2 décennies dans le cas du Japon. Dans le cas de l'Europe, on est plutôt déjà à une décennie, mais je crois, en tout cas, c'est difficile de chiffrer, mais je crois qu'avant d'avoir vraiment un retour à la normale, il nous faut encore plusieurs années, et donc on aura au moins une décennie dans le meilleur des cas. Alors, dans le secteur bancaire, il s'est passé
pas mal de choses. C'est sans doute le secteur qui a subi, là, depuis le début de la crise, le plus de transformations. Alors, pour de bonnes raisons, parce qu'il y avait beaucoup de déséquilibres qui s'étaient cristallisés dans le secteur bancaire, mais je crois que souvent, on n'a pas conscience de comment les banques dans l'ensemble, et d'ailleurs ce n'est pas spécifique à la France ni à l'Europe, dans l'ensemble du monde, il y a eu une très grosse transformation des bilans des banques, des réglementations. Donc les banques ont réduit la taille de leur bilan, elles sont aujourd'hui beaucoup plus capitalisées. Alors tout l'enjeu là-dedans, bien sûr, c'est de faire en sorte que les banques puissent continuer à prêter à l'économie, à prêter aux PME, à financer l'économie. Et c'est là où il y a une question aussi, une certaine schizophrénie de la part des régulateurs. Parce que d'un côté, bien sûr, les autorités veulent que les banques continuent à prêter, mais en même temps, les régulateurs veulent que les banques réduisent la taille de leur bilan, réduisent le risque qu'elles prennent dans leur bilan. Et il faut bien voir quel est le rôle finalement des banques, et notamment par rapport au marché. La principale fonction des banques, c'est de faire ce qu'on appelle de la transformation. C'est-à-dire que, qu'est-ce qui se passe sur le marché de l'épargne? Vous avez plutôt des épargnants, vous et moi, qui avons plutôt une préférence pour investir dans de l'épargne relativement liquide, à court terme et peu risquée. Et puis dans le même temps, les besoins de financement de l'économie, c'est plutôt des investissements à long terme et des investissements risqués. Et donc le premier rôle d'une banque, c'est de transformer finalement de l'épargne liquide peu risquée en des investissements qui sont, eux, à plus long terme et plus risqués. Donc si vous dites les banques doivent plutôt réduire la taille de leur bilan, prendre moins de risques de transformation, qu'est-ce que ça veut dire? Bon, soit, ce qui ne serait pas la bonne solution, ça veut dire qu'il faut que, dans ce cas-là, on fait moins d'investissements. Soit sinon, la condition pour que ce type, ce qu'on appelle un peu de désintermédiation, marche, ça serait de faire en sorte aussi, dans le même temps, que les épargnants, qu'on dispose davantage d'épargne à long terme. Alors, en plus, on a une difficulté en Europe continentale et en France en particulier, c'est qu'on n'a pas de fonds de pension. Dans les pays anglo-saxons, où les marchés jouent un rôle plus important que les banques dans le financement de l'économie, c'est souvent, il y a des gros investisseurs type fonds de pension qui sont justement des investisseurs à long terme, qui sont prêts à prendre du risque à long terme. Pour le moment, on n'a pas ça. Donc, vous voyez que dans cette phase de transition, il y a cette difficulté. Donc, je pense qu'il faut aller dans cette direction d'un meilleur équilibre entre ce qui est financé par les banques et ce qui est financé par les marchés. Mais bien sûr, il faut aussi regarder non pas seulement ce qui se passe dans les banques, mais aussi le marché de l'épargne et développer l'épargne à long terme. Demande des prêts et souvent souhaiterait pouvoir emprunter plus. Il faut avoir en tête que dans une période justement de crise comme celle que l'on vient de traverser, bon, il y a pas mal d'entreprises qui sont dans des situations plus difficiles. Et donc le métier du banquier, c'est bien sûr de faire la part, parce que si on prend beaucoup plus de risques, à ce moment-là, on va se retrouver en difficulté et à ce moment-là, on ne pourra plus prêter à des entreprises qui ont des besoins d'investissement et qui, elles, sont viables. Donc il faut… Alors, si on regarde en même temps, si on fait des comparaisons internationales, et notamment en Europe, ce dont on s'aperçoit, c'est qu'en France, c'est sans doute le pays où il y a eu le moins de restrictions du crédit aux entreprises et aux PME en particulier. D'une part, la Banque centrale européenne publie régulièrement des statistiques sur les taux des nouveaux prêts aux petites entreprises. Et on voit que c'est en France et en Allemagne que les taux sont les plus bas. Même la France est même un peu en dessous de l'Allemagne et bien sûr très en dessous de pays comme l'Italie et l'Espagne. Et puis deuxièmement aussi, quand vous regardez l'évolution des encours de crédit aux entreprises, on voit que dans les grands pays de la zone euro, la France est le seul où les encours de crédit aux entreprises ont continué de croître. Alors beaucoup moins vite bien sûr que par le passé, c'est très légèrement positif, mais même en Allemagne, c'est en baisse, donc là c'est un point important. Alors pourquoi? Bien sûr ça reste très faible parce que notamment aussi la demande de crédit est faible, bien sûr, puisque comme je l'ai dit tout à l'heure, nous sommes avec une très faible activité, donc il y a moins de demandes d'investissement. En même temps, les bilans des entreprises sont en moins bonne position, donc la capacité des entreprises, il y a un besoin aussi dans les déséquilibres que l'on évoquait, il faut aussi que certaines d'entreprises doivent se désendetter, donc il y a aussi cette contrainte-là. Mais en tout cas, je crois qu'il y a bien cette caractéristique de la France par rapport aux autres marchés. Et nous, en tant que groupe bancaire Société Générale, ça fait d'ailleurs 150 ans cette année, nous fêtons nos 150 ans, donc ça fait 150 ans qu'on accompagne l'économie et les entreprises françaises. On a
des encours pour la seule partie banque de détail en France. Nos encours de prêts aux entreprises et à la clientèle commerciale sont de l'ordre de 80 milliards d'euros. On a notre plan, c'est dans les années qui viennent, en termes de nouveaux prêts à la clientèle des petites entreprises en France, c'est un montant qui serait de 19 milliards par an. Donc vous voyez, c'est des montants tout à fait significatifs. Et d'ailleurs, très récemment, comme vous le savez, la Banque centrale européenne a accordé des nouveaux financements aux banques justement pour les inciter à prêter à l'économie. Et dans ce cadre-là, on vient de mettre en place une offre spéciale pour les professionnels et les petites entreprises de moins de 50 millions de chiffre d'affaires pour financer des investissements, là, dans le cadre de prêts de 3 à 5 ans, qui va être avec des taux à des conditions tout à fait exceptionnelles. Et donc ça, c'est une offre qui est partie maintenant jusqu'à la fin de cette année. Donc comme vous le voyez, et là je dirais que l'ensemble des banques françaises, là, ça fait partie de notre métier, continuent et vont continuer d'accompagner, j'espère d'ailleurs pour les 150 années qui viennent, les entreprises françaises et les PME en particulier.